Emmanuel Macron, le président français, mérite un troisième mandat. Au regard de ses sorties vis-à-vis de l'Afrique, jonchées de condescendance, de mauvaise foi et même d'injonction, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il travaille pour l'Afrique. Sauf que lui-même, visiblement, ne le sait pas. Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts. La France n'est pas une assurance-vie au règlement des problèmes politiques des différents pays. Je le dis très clairement. Et le rôle de la France n'est pas de régler toutes les situations en Afrique. Je le dis tout aussi clairement. Nos enfants sont morts en Afrique pour lutter contre le terrorisme là-bas. Mais ce n'était pas la France toute seule qui pouvait lutter seule contre le terrorisme sur le continent africain. Si les gouvernements africains ne jouent pas leur rôle, si en quelque sorte ils transfèrent tout à la présence militaire française, on n'y arrivera jamais. Et donc quand il y a une déception, assez logiquement, les gens viennent vers nous en disant « c'est votre faute ». Non, ce n'est pas notre faute parce que ce n'est pas chez nous. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Après avoir écouté ce florilège de déclarations d'Emmanuel Macron sur l'Afrique, loin d'être choqués, les Africains devraient plutôt se réjouir. Car, disons-le, aucun président français n'aura autant travaillé pour la libération de l'Afrique qu'Emmanuel Macron. En réalité, ces propos, qui témoignent d'une grande ignorance de la réalité de ce que c'est réellement l'Afrique aujourd'hui, ont contribué fortement à convaincre même les plus sceptiques sur la duplicité de la politique africaine de la France. Passé maître dans l'art de la contradiction, Emmanuel Macron a permis aux opinions publiques africaines de comprendre où se situent les enjeux et les jeux qui structurent les relations entre l'Afrique et l'Occident d'une part et entre l'Afrique et la France de manière particulière. Nous devons donc, en tant qu'Africains, l'encourager à aller plus loin, parce que plus il le fait, plus nous comprenons où se situent nos véritables intérêts et plus nous pouvons mobiliser nos sociétés civiles afin de rompre de manière décisive et définitive les chaînes de la colonisation. Sur la question des coups d'État, on a très bien compris qu'Emmanuel Macron n'a pas la même définition ou la même perception du coup d'État que l'on se trouve dans un pays A ou dans un pays B. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant un mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales?
Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille, et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation. En condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national, ouvert à tous les Tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien. Il est donc clair que pour Emmanuel Macron et certaines autorités françaises, le bon coup d'État est celui qui ménage les intérêts de la France. Le bon dirigeant est celui qui obéit à la France. Si vous tentez de vous battre pour votre pays, si vous tentez de revendiquer une quelconque souveraineté, alors vous devenez un mauvais dirigeant et vous êtes accusé d'avoir fait un coup d'État. Ce qui est intéressant, c'est que si on s'arrête un temps soit peu sur ce qui fait l'actualité aujourd'hui, notamment entre la France et le Niger, on se demande bien pour quelles raisons la France peut refuser d'obtempérer aux injonctions des nouvelles autorités de Niamey. Selon la France, le nouveau dirigeant du Niger ne serait pas légitime. Seulement, on a envie de se poser la question, face à qui il doit être légitime? Est-ce à la France de décider qui est légitime ou pas en Afrique? Est-ce que la reconnaissance de la France est une condition sine qua non pour que le Niger existe en tant que pays souverain? Et de légitimité, parlons-en. Par quoi mesure-t-on la légitimité? Est-ce à dire que pour la France, un dirigeant légitime, c'est celui qui organise des élections truquées, qui emprisonne ses opposants, qui tripatouille la Constitution pour se maintenir indéfiniment au pouvoir? La question centrale aujourd'hui à se poser en tant qu'Africain, c'est comment pousser au maximum la France et son dirigeant actuel, Emmanuel Macron, à commettre le plus de gaffes possible, pour permettre à ceux qui étaient encore sceptiques ou alors à ceux qui ne comprenaient pas très bien ce qui est en train de se jouer en Afrique de prendre enfin conscience et de suivre la vague de mouvements de libération qui est en cours aujourd'hui dans le Sahel. Il faut également relever que Emmanuel Macron n'est pas le seul en France à penser ou à agir ainsi. Comme c'est souvent le cas, les dirigeants sont accompagnés par leurs intellectuels, qui écument désormais les plateaux de télévision pour expliquer aux Africains ce qu'est l'Afrique et quels sont les intérêts de l'Afrique. Pourquoi ce sentiment anti-français dans les rues de Bamako? Des manifestations anti-françaises à Niamey. Il y a un sentiment anti-français qui s'est développé. Les putschistes jouent à chaque fois du sentiment anti-français. Centrafrique, Burkina, Mali. La France y est allée appeler par le Mali. C'était François Hollande pour venir les aider à contenir les djihadistes. On l'a fait. Tous ceux qui disent qu'on ne l'a pas fait, on a empêché les djihadistes d'arriver et de conquérir tous les territoires.
On remarquera que depuis le départ des soldats français, depuis la fin de l'opération Barkhane, eh bien, ils sont de plus en plus là. Et l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas encore réussi à s'implanter plus que ça, c'est parce que Al-Qaïda et l'État islamique, ils sont en pleine lutte intestine. C'est ça qui les ralentit et c'est certainement pas l'inertie des États africains concernés, parce que c'est ça qui a empêché aussi la victoire contre les islamistes. Et je dis, on ne s'en va pas non plus, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une donnée supplémentaire, et ce sont les mercenaires Wagner. Alors, en termes de pillage des ressources naturelles et d'exaction des populations, on ne peut pas humainement laisser faire ça. C'est-à-dire qu'on abandonne les populations locales prises en étau entre les exactions de djihadistes, les exactions des mercenaires Wagner, le tout chapeauté par l'inertie des États. Alors, c'est quand même facile après de venir reprocher à la France de ne pas être à la hauteur des droits de l'homme, de la démocratie, et lui dire, bon, bah, maintenant tu fais tes bagages, tu t'en vas et t'abandonnes tout ce bon monde-là. Un jour, on va reprocher à la France en disant, vous êtes quand même pas beaucoup battus. Et là, en l'occurrence, sur le Niger plus particulièrement, et c'est là où ça me met un petit peu en rage, c'est que le président Mohamed Bazoum est l'un des rares à avoir été élu démocratiquement. Donc là, on parle du président du Niger qui a été destitué par les putschistes. Exactement. Et qui est en prison. Il est détenu, disons-le. Dire le Niger, depuis 1960 et son indépendance, c'est 4 coups d'État. C'est un nombre incalculable de tentatives de coups d'État. Ce président est élu, et je vais vous dire, ce qui est rageant, c'est qu'il faisait le job, familièrement parlant. Je veux dire, il était en plein dans l'assainissement de l'État, d'essayer d'arrêter la corruption, parce que la manne pétrolière va arriver, parce qu'il faut aussi prendre ça en compte. Il est vrai qu'il y a un risque. Il y a un risque que le fondamentalisme islamiste prenne le Niger, gagne encore plus de territoire et menace notre sécurité. Il faut rappeler que nous étions intervenus en 2013 au Mali sur demande du gouvernement malien, puisque ce pays risquait de tomber. C'était pas pour asseoir la présence française, c'était pas pour une opération de néocolonialisme, c'était véritablement pour la liberté, la sécurité et l'indépendance de ces pays. Quand on écoute ces pseudo-intellectuels, ces spécialistes de l'Afrique qui ne connaissent l'Afrique que de nom, on est en droit de se demander de qui se moque-t-on. En réalité, ils sont dans une dynamique de déni. Ils refusent d'admettre que la colonisation est en train de prendre fin. Mais aujourd'hui, contrairement au passé, l'histoire ne sera plus racontée uniquement du point de vue du chasseur. Les lions sont de sortie et ils ont décidé d'avoir leur propre narratif. Jeudi 10 août, les petits bandeurs de muscles de la CEDEAO ont donc de nouveau pollué la planète en se déplaçant une nouvelle fois à Abuja pour un énième sommet extraordinaire de leur syndicat de malfaiteurs. Au sortir de leur réunion, on est toujours au point mort. Ils annoncent l'activation de la force en attente, mais soulignent en même temps qu'ils vont continuer la discussion avec les tenants du pouvoir au Niger. Mais quelle discussion? Même un écolier de cours moyen 1 sait que si tu donnes un ultimatum à quelqu'un, c'est que tu as fermé la porte aux discussions. Vous avez dit que si vos desiderata n'étaient pas satisfaits, vous feriez la guerre. Vos desiderata n'ont pas été satisfaits, alors maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire la guerre. L'heure est à l'écoute pour Paris et ses alliés. Et la presse du Nord doit s'employer à tordre le cou aux clichés. Elle doit pleinement jouer son rôle. Elle doit essayer au moins d'arrêter d'annoncer, de répéter de façon presque mécanique ce que leur disent leurs armées et leur gouvernement. Qu'elle fasse de la propagande dans la guerre en Ukraine en assurant celle-ci d'une victoire certaine, c'est son problème. Cela ne nous regarde presque pas en Afrique. Nous avons nos problèmes à nous qui nous minent et sont plus urgents que de nous engager dans leurs palabres de grande puissance. Les hommes politiques européens, en général les Français, doivent arrêter avec leurs médias de monter inconsciemment ou consciemment la jeunesse africaine contre leur continent ou contre la France. C'est eux les principaux responsables de cette brouille. Pour revenir à l'ambassadeur de France qui veut rester au Niger de force, j'ai envie de faire à tous et à toutes un petit rappel mémoire sur la situation entre la France et le Mali au moment où la France a décidé de faire partir Mano Militari, l'ambassadeur du Mali en France. Mais on essaie de nous diaboliser. Mais regardez cette histoire de l'ambassadeur. J'anticipe. Est-ce que vous savez que depuis 2 ans, il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'un jour, le Sénat, dans sa grande magnanimité, le Sénat français a décidé d'écouter les ambassadeurs des pays du G5 Sahel. Qu'est-ce qu'ils pensent de Barkhane, de ce qui se passe? Et l'ambassadeur du Mali
a commis le crime, entre guillemets, après avoir dit tout le bien qu'il pense de l'armée française, de dire, mais attention, vous avez des éléments de la Légion étrangère qui ont des comportements un peu orthodoxes, qui ne sont pas bien pour l'image de l'armée française. Il a donné quelques détails. Je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je vais vous parler franchement. Dans ces forces, il y a les officiers, il y a l'armée normale, mais il y a aussi les légions étrangères. Et c'est là le problème. Je vous dis, en vous regardant droit dans les yeux, que par moments, dans les pigalle des villes de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n'est pas celle que nous connaissons de l'armée nationale du Mali. Alors ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements. Le président Macron avait promis 200 militaires français de plus à Pau. C'est maintenant 600 et parmi lesquels on a fait appel au 3e régiment de Nîmois, n'est-ce pas, des légions étrangères. Alors, c'est bien parce que c'est connu qu'ils sont âpres à la bataille, ils sont âpres au combat, mais aussi, ils sont aussi âpres au gain. Ce n'est pas le type de soldats, le type de militaires qui, si on ne les encadre pas, donnerait une belle image de l'armée. Je laisserai peut-être le soin à mon collègue du Tchad de dire certaines choses sur ce que la Légion étrangère, qui a fait la bataille avec des résultats clairs, de bons résultats, mais parallèlement, il y a des débordements qui, lorsque la population les réalise, ça pose problème. Je me dois d'avoir l'honnêteté de vous le dire. Savez-vous qu'après avoir dit ça au Sénat, quelques heures après, le président a été sommé, menacé de le relever. Le même soir, le ministre des Affaires étrangères a pris un avion pour aller présenter ses excuses. Et l'avion qui a amené le ministre, l'ambassadeur est venu dans cet avion. Et depuis, on n'a pas d'ambassadeur. Non, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais peu de Français le savent. Les Africains ne le savent même pas. C'est authentique et nous avons proposé, c'est pas faute de proposer un ambassadeur. On n'est pas naïf. Ils ne voulaient pas désigner un ambassadeur sous ce gouvernement. Ils comptaient sur le renversement du régime pour que le nouveau régime qui leur est favorable leur envoie celui dont ils ont besoin. Comme vous pouvez vous en douter, la politique africaine d'Emmanuel Macron ne fait pas l'unanimité en France. Au contraire, il est très critiqué par ceux-là qui connaissent où se situent les intérêts de la France et quelle est l'importance de l'Afrique pour la prospérité de la France. Ceux-là n'y vont pas par 4 chemins et ils osent dire des choses tellement graves concernant Emmanuel Macron et notamment sa politique. Qu'on a à apprendre des Africains. On a besoin des Africains pour un tas de choses. D'abord parce qu'ils sont nombreux et jeunes. Et nous, on est moins nombreux et vieux. C'est nous qui avons besoin d'un coup de main, aujourd'hui. C'est nous qui avons besoin de l'aide des Africains. Donc il est peut-être temps d'arrêter de les mépriser. Peut-être qu'il est temps de commencer à être poli. L'humanisme, c'est ça la vocation universelle de la France, Michel Onfray? C'est une bonne dissertation de classe terminale. C'est ça. On peut envisager. Vous avez 2 heures. Classe prépa, là, mais on n'y croit pas. C'est ça le problème avec Emmanuel Macron, c'est que moi, quand il dit quelque chose, j'attends toujours le lendemain qu'il ait dit le contraire, ou fait dire le contraire. On va avoir un ministre qui va nous dire très exactement le contraire. C'est son fameux en même temps. Donc, on l'entend dire des choses sur la colonisation, c'est un crime de guerre terrible, etc. Quelque temps plus tard, sur l'Algérie, il nous dit que c'est une rente mémorielle. Enfin, on a envie de dire, vous êtes où exactement? Donc là, ce soir, il nous parle d'humanisme. Formidable. Mais c'est quoi l'humanisme? Il n'a pas l'air de trop savoir. Ce sont les valeurs, il nous dit, les valeurs de la France. Lesquelles? Les valeurs de la France. Il nous dit tout et n'importe quoi. Non, la France, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Donc après ça, il nous dit oui, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait des cultures en France et puis etc. etc. Bon, c'est juste un garçon sympathique. On attend qu'il grandisse et quand il sera un grand garçon et qu'il aura une pensée vraiment faite, construite et constituée, on pourra l'écouter. Moi, je crois ce que je vois et pas ce que j'entends. C'est-à-dire que c'est le règne du mensonge, c'est le règne du verbe qui ne vaut plus rien, de la pensée, de la parole démonétisée, de la pensée vide et creuse. Moi, je juge désormais les gens sur les actes
Et presque 5 ans d'actes d'Emmanuel Macron font la démonstration qu'il n'aime pas la France, il n'aime pas les Français, il aime le pouvoir qu'il a sur les Français. Il faut aussi, je l'ai dit tout à l'heure, arrêter d'infantiliser ces pays et de les considérer comme des États souverains à égalité de dignité avec la France. Je suis outré de la décision de Macron de refuser d'appliquer la demande formulée par les autorités du Niger, qui est de déclarer persona non grata notre ambassadeur. Macron, donc, je n'ai pas trouvé d'exemple historique pareil. Macron, s'il n'est pas content du coup d'État qu'il y a eu au Niger, à ce moment-là, il rompt les relations diplomatiques, il rapatrie tout le personnel. Mais si il tient compte de ce coup d'État, eh bien, il faut qu'il applique les décisions de la junte, et donc notre ambassadeur déclaré persona non grata, il doit le retirer. C'est plutôt légitime de ne pas reconnaître les autorités putschistes. Mais pourquoi donc? Je vous ai dit tout à l'heure que, par exemple, au Venezuela, Macron s'était précipité pour retirer, et puis, dans combien de cas? Est-ce que, par exemple, au Gabon, est-ce qu'on va reconnaître ou pas les nouvelles autorités? Ce que je crains beaucoup, c'est que les États-Unis sont en train en ce moment ils s'aperçoivent que la France est l'homme malade du monde parce qu'on a un Olybrius à la tête de la France qui est quelqu'un d'une extraordinaire incompétence, mais il est d'une incompétence crasse, Macron. Et puis en plus, c'est quelqu'un d'un malade mental à la limite, hein. Donc, Asselineau, je rappelle que vos propos. Oui, ça n'engage que moi, mais je l'ai déjà dit. Nous sommes aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'énormément de gens pensent la même chose que moi. Le problème qu'il y a, c'est que je pense que les Américains se disent la France en ce moment est l'homme malade du monde et on va en profiter pour mettre la main sur son influence dans l'Afrique de l'Ouest. C'est exactement ce que je pense. D'ailleurs, au Gabon, Ali Bongo, qui était le fils de Omar Bongo, s'était beaucoup rapproché, comme par hasard, des États-Unis. Et d'ailleurs, vous le savez, né à la barbe de la France, avait fait entrer le Gabon dans le Commonwealth britannique. Donc, il y a actuellement des manœuvres très importantes géopolitiques, beaucoup plus venues en fait des États-Unis que de Russie pour chasser la France de notre influence dans toute l'Afrique. C'est d'une gravité exceptionnelle et pendant ce temps-là, on nous parle de tester l'uniforme à l'école. Voilà. Comme nous avons l'habitude de le dire, cette guerre est aussi et avant tout une guerre de communication. C'est pour cela que les Africains ne doivent plus se laisser berner par ces pseudo-spécialistes qui croient connaître l'Afrique. Je vous propose d'en écouter un. Il s'appelle Hubert Degris. C'est un ancien ministre français. En réalité, je commençais par rappeler qu'ils sont indépendants depuis 60 ans. Ce sont des pays indépendants. Donc ce que la France fait dans ces pays depuis, bien ou mal, à tort ou à raison, c'est à leur demande. À leur demande. Il faut avoir ça en tête. Comme le disait le président Obama plusieurs fois en Afrique, le président Obama, ces pays sont indépendants depuis très longtemps, il faut qu'ils arrêtent de raconter que leurs problèmes sont liés à un très lointain passé, ils sont responsables. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que au moment des décolonisations, qu'on a oublié, mais on aurait tort d'avoir honte de ce qui s'était passé entre la France et Senghor, la France et Houphouët-Boigny, c'est-à-dire les gens à l'origine qui demandaient que la France reste, pour les dispenser d'avoir à faire des armées qui feraient des putschs. Bon, ça, c'est la toute première période, bien avant même la France-Afrique, qui a été critiquée à juste titre, qui a d'ailleurs disparu de plus belle lurette, puisque plus personne en France ne connaît l'Afrique. Alors, ce genre d'incongruité qui sort de la bouche d'une autorité qu'on pourrait croire avisée ne devrait pas nous prendre à défaut. Cela devrait nous conforter dans le fait qu'il est plus que urgent de décoloniser la France et certains Français qui n'ont pas encore compris que nous ne sommes plus à l'époque de la colonisation et que la nouvelle génération d'Africains ne compte plus se faire dicter la conduite à tenir. Le fait de mentir ainsi, aussi éhontement, traduit juste soit de l'ignorance, soit de la mauvaise foi, soit les deux. Mais quoi qu'il en soit, le problème de l'Afrique, c'est pas les autres. Le problème de l'Afrique, ce sont les Africains. C'est à nous de prendre conscience de la situation aujourd'hui et de ne pas jouer le jeu des pleureuses qu'on est en train d'écouter aujourd'hui au niveau de certaines autorités françaises ou de leurs spécialistes qui essayent de les accompagner dans leur sombre besogne. L'Afrique aujourd'hui va se libérer par les Africains et avec les Africains. L'Afrique va choisir avec qui il veut collaborer, va choisir qui seront ses futurs partenaires parce que c'est le seul moyen d'arriver à atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Pourquoi Emmanuel Macron est une véritable chance pour la libération définitive de l'Afrique? Parce que justement, contrairement à ses prédécesseurs, notamment les plus récents, Nicolas Sarkozy, François Hollande,
Lui, il reste cohérent dans son incohérence. Il reste cohérent dans son déni d'admettre que l'Afrique est en train de changer et qu'on ne peut pas soutenir un coup d'État à gauche et le condamner à droite. Que seuls les peuples d'Afrique sont à même de décider quel dirigeant est légitime ou pas. C'est pas à la France de donner des bons de légitimité dans les pays africains. Raison pour laquelle nous devons le prendre au mot. Emmanuel Macron parle beaucoup, il fait beaucoup de déclarations, il joue au président décomplexé. Et comme ses prédécesseurs, il a longtemps annoncé qu'il voulait mettre un terme à la France-Afrique. Sauf que, contrairement à ses prédécesseurs qui savaient quelle était la réalité, quel poids pesait l'Afrique dans le développement de la France, dans l'émergence de la France, une fois aux affaires, ils s'abstenaient de ce genre de discours. Ils essayaient effectivement de faire de la langue de bois et ils faisaient même à certains égards, un véritable rétro-pédalage. Mais Emmanuel Macron, il a la fougue. Il a envie de parler, alors on va l'amener à parler. Il a envie de dénoncer, alors on va l'amener à dénoncer. Il a envie de montrer qu'il est différent, alors on va l'amener à montrer qu'il est différent. C'est un véritable atout que nous devons saisir de toutes nos forces parce que nous ne sommes pas sûrs que nous aurons encore une autre occasion. On peut le dire sans risque de se tromper, de tous les présidents de la 5e République française, Emmanuel Macron est un Africain. Il est celui-là qui travaille de manière consciente ou inconsciente pour l'Afrique. Et ça, nous ne pouvons que l'encourager et lui tirer notre chapeau. Maintenant, il faut être clair, nous ne sommes pas engagés, il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qui sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon, on n'est plus nulle part. Rien ne justifie cet acharnement et ce refus d'obéir aux ordres des autorités du Niger. Ce n'est pas à la France de décider qui est légitime ou pas. Ce rôle-là ne lui est plus dévolu. Le temps de la France, mère patrie, qui décidait de qui peut être chef d'État ou pas dans certains pays africains est terminé. Il va falloir l'accepter de gré ou de force. On ne peut pas continuer à penser que les Africains sont tellement infantiles que tout ce qu'ils font sont le fruit de la manipulation. Ces milliers de jeunes Nigériens qui descendent dans les rues soutenir les autorités actuelles ne sont pas forcément manipulés, contrairement à ce qu'on veut faire croire. La France doit plier bagage. Vous avez vu comment nous nous sommes réunis. La population nigérienne, les jeunes Nigériens, tout le monde s'est réuni ici. Nous allons nous réunir aujourd'hui, nous allons nous réunir demain, nous allons nous réunir après-demain et pour toujours. Jusqu'au jour où nous verrons la France quitter le pays. Et la France va quitter, et elle quittera encore. Qu'est-ce qui empêche à la France et ses alliés du Niger, qui ont énormément de moyens, de mobiliser autant pour demander, comme la France le souhaite, le retour de leur allié Mohamed Bazoum aux affaires? C'est un rêve que la France caresse, qu'il va falloir oublier. Il est temps que la France sorte de son cauchemar. Pour ce qui est du Niger, il est très probable que Mohamed Bazoum ne reviendra plus aux affaires. Seuls les nostalgiques, seuls les paternalistes peuvent continuer à tenir ce genre d'espoir. Ce qui est curieux également à relever, c'est qu'on va voir les attitudes de la France totalement différentes d'un pays à un autre, sans aucun état d'âme, à croire que les Africains sont totalement ignorants pour ne pas observer cette manipulation. On peut condamner un coup d'État au Mali alors qu'on l'a célébré quelques mois avant. Parce que très souvent, on oublie que le premier coup d'État du Mali, qui avait réussi à mettre en place l'ancien général Bandao, avait été adoubé par la France. D'ailleurs, ce dernier avait été reçu à l'Élysée parce que la France, à l'époque, espérait pouvoir récupérer à son compte ce coup d'État ou alors cette révolution populaire qui avait eu lieu au Mali.
Mais quand elle s'est rendue compte, avec le deuxième coup d'État que les autorités actuelles avaient appelé la rectification, qu'elle n'avait plus le contrôle, elle s'est découvert une passion pour dénoncer les coups d'État. J'ai plus besoin ici de revenir sur l'exemple tchadien où la France n'a pas mis les gants, ou ne s'est pas encombrée de quelque procédure que ce soit pour aller adouber et soutenir le chef de l'État tchadien actuel. Tout ceci démontre très bien qu'on est dans un jeu de dupes et seuls ceux qui vont vouloir rester des dupes vont continuer à accepter cette façon de faire.